Chers étudiants du parcours aménagé, bonjour. Ceci est le cours de la semaine 4 en vidéo et qui va porter sur l'orthogonalité et la distance dans l'espace. Je vous invite à vous munir du cours qui est disponible sur Moodle où je reprendrai les mêmes numérotations des différents théorèmes. Je ne vais pas tout énoncer dans cette vidéo, mais juste oraliser un certain nombre de choses pour vous aider à mieux comprendre le cours, sachant que vous pourrez éventuellement me poser des questions s'il y a lieu. Donc voilà, le cours sur l'orthogonalité commence par une définition qui est celle du produit scalaire. Donc par définition, le produit scalaire, ça concerne deux vecteurs, U1 et U2, où U1 c'est un vecteur de l'espace et U2 aussi, de composantes x1, y1, z1, x2, y2, z2. Et le produit scalaire de U1 et U2, on le note U1 scalaire U2, c'est égal à x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. Donc, même si on utilise le mot produit, attention, il ne s'agit pas vraiment d'une multiplication au sens où on l'entendrait quand il s'agit de nombres, parce que le produit scalaire n'est pas une loi de composition interne. C'est ce qu'on a déjà dit la semaine précédente. Une loi de composition interne, ça prend deux objets et ça en renvoie un troisième de même nature. Là, on prend bien deux objets de même nature, deux vecteurs, mais ce qui est retourné est un nombre et pas un troisième vecteur. Donc, l'usage du mot produit et la notation avec un point au milieu peut être un petit peu trompeuse à cet égard. Ne voyez pas le produit scalaire exactement comme une multiplication, même si il y a un certain nombre de propriétés qui sont les mêmes et qui font qu'on n'a pas choisi pour rien cette notation avec un point au milieu. Et le premier théorème qui justifie l'emploi de cette définition de produit scalaire, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Alors c'est un théorème, ça peut aussi servir de définition. Dans tout ce qu'on va faire dans ce cours-là, on va un petit peu naviguer entre des choses que vous connaissez, des choses que l'on reconstruit d'une nouvelle façon, et donc il aurait fallu définir a priori ce que c'était que l'orthogonalité, et vous verrez par la suite, dans la suite de vos études, que le fait d'avoir un produit scalaire nul, ça peut définir la notion d'orthogonalité. Mais ici, comme dans le reste de ce qui va suivre, on supposera un petit peu, on restera dans un entre-deux où à la fois on admettra des choses qui relèvent de la géométrie classique que vous avez vu au lycée, et puis on en introduira de nouvelles, et tout ne sera pas forcément parfaitement cohérent du point de vue mathématique. Alors un autre résultat important sur le produit scalaire, c'est que le produit scalaire se comporte bien pour différentes opérations. Donc la première chose, c'est que le produit scalaire est symétrique. Donc U scalaire V est égal à V scalaire U, donc c'est pour ça qu'on dit plutôt, on doit plutôt dire le produit scalaire de U et V, et non pas le produit scalaire de U par V, parce que le produit scalaire de U et V, ça suggère plus cette symétrie. Les deux vecteurs jouent exactement le même rôle dans le produit scalaire. Ensuite, le produit scalaire se comporte bien aussi par rapport à la multiplication par un réel, au sens où A fois le vecteur U scalaire V, c'est égal à A fois U scalaire V, et c'est encore égal à U scalaire A fois V. Donc c'est un petit peu comme si on avait une associativité. On a deux opérations ici très différentes, mais qui se comportent un petit peu comme si c'était la même et qu'on déplaçait simplement les parenthèses. Dans la première, par exemple, A vecteur U scalaire V, le A fois vecteur U, le fois, c'est la multiplication d'un scalaire par un vecteur, et le scalaire V, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc on a deux opérations différentes qui sont un petit peu rapprochées, donc on regarde les relations avec ces deux égalités. Et le produit scalaire se comporte bien non seulement avec la multiplication par un scalaire, mais aussi avec l'addition de deux vecteurs, exactement comme la propriété de distributivité que vous connaissez pour les nombres. U plus V scalaire W, c'est U scalaire W plus U plus V scalaire W. Une petite coquille ici sur le membre de droite. Donc on retrouve comme si le produit scalaire était une multiplication, même si ça n'en est pas une. La notation n'est pas idiote, elle permet d'exprimer des formules, des résultats, d'une façon qui évoque bien ce qu'on connaît déjà pour les nombres, donc ça économise un petit peu la mémoire. Un autre résultat qui est important sur le produit scalaire, c'est que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est toujours positif ou nul. Ça, c'est une première incursion de ce qu'est l'analyse. La plupart du temps, dans ce qu'on voit quand on fait de la géométrie, ce sont des égalités. Et là, on a une inégalité, ce qui fait un petit peu sortir de l'algèbre pour entrer dans l'analyse. Et ça a tout un tas de conséquences intéressantes, ce théorème. La première d'entre elles, alors avant, c'est le fait que l'égalité U scalaire U égale 0 est équivalente à dire que le vecteur U est nul.
le produit scalaire de U par lui-même est toujours positif ou nul, et il n'est nul que quand le vecteur lui-même est nul. Et une fois qu'on a qu'on a remarqué que le produit scalaire de U par lui-même était positif ou nul, eh bien on peut en déduire une nouvelle définition qui est celle de la norme de U, qui consiste à prendre la racine carrée de x carré plus y carré plus z au carré, c'est-à-dire la racine carrée du produit scalaire de U par lui-même. Donc ça correspond à l'idée de longueur, entre guillemets, c'est-à-dire que la norme de U, la norme d'un vecteur AB va correspondre à la longueur du segment AB. Avec, cette définition de norme, on peut énoncer un autre théorème qui rappelle beaucoup l'identité remarquable que vous connaissez déjà bien, c'est que le carré scalaire, le produit scalaire de U plus V par lui-même, eh bien, on peut le décomposer comme le carré de la norme de U plus le carré de la norme de V plus 2U scalaire V. Donc le double produit que vous connaissez dans l'identité remarquable classique se traduit ici par un double produit scalaire de U par V. Alors, la démonstration n'est pas très difficile, mais elle vaut la peine d'être regardée. Elle permet aussi de comprendre que la bonne notion, d'une certaine façon, quand on regarde les normes, c'est rarement la norme elle-même, même si elle correspond à une idée de longueur qui est intéressante, qui se relie bien à ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait de la géométrie. En vrai, le bon outil, c'est bien de l'avoir en tête d'une façon ou d'une autre, c'est plutôt le carré de la norme. C'est plutôt comme ça que les théorèmes s'énoncent bien, on évite les racines carrées, on se retrouve avec des expressions qui, du point de vue algébrique, fonctionnent mieux. Donc quand on regarde le carré de la norme de U plus V, bien, par définition, c'est le produit scalaire de U plus V par lui-même. Et comme on a vu dans la diapo précédente que le produit scalaire est distributif sur l'addition, eh bien on peut développer cette expression et dire que c'est U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. Le U scalaire U du début du second membre et le V scalaire V de la fin de ce second membre, ça correspond simplement au carré de la norme de U d'une part et au carré de la norme de U d'autre part. Et les deux termes centraux, U scalaire V plus V scalaire U, se réécrivent U scalaire V plus U scalaire V, puisqu'on a vu tout à l'heure que U scalaire V et V scalaire U sont égaux. Et donc, eh bien, en rassemblant les le plus U scalaire V plus U scalaire V, on obtient bien le théorème qui est annoncé. Alors, comme conséquence, on a le théorème bien connu de Pythagore qui dit que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le carré de la norme de U plus V est égal au carré de la norme de U plus le carré de la norme de V, ce qui peut se représenter à l'aide d'un dessin où on choisit un représentant de V dont l'origine est à l'extrémité du représentant choisi pour U, ce qui fait apparaître un triangle rectangle dont l'hypoténuse correspond au vecteur U plus V selon la règle de Chasles de l'addition de deux vecteurs. Et donc dire norme de U plus V au carré égale norme de U au carré plus norme de V au carré, ça correspond bien à dire eh bien, la longueur, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des longueurs des deux petits côtés. Deux autres théorèmes qu'il faut connaître ou être capable de retrouver d'une façon ou d'une autre sont les identités de polarisation. Alors les identités de polarisation, l'idée c'est d'exprimer un produit scalaire à partir de carrés de normes. Donc, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. C'est pas très difficile de le démontrer. Vous prenez le membre de droite, vous développez norme de U plus V au carré, vous simplifiez là où ça se simplifie. C'est très simple de constater qu'à la fin, il ne reste que U scalaire V. Et même chose, une autre identité de polarisation qu'on peut voir à l'aide d'un parallélogramme si on veut, c'est un quart de norme de U plus V au carré moins norme de U moins V au carré. Donc, pourquoi ce sont des identités intéressantes? Elles ne correspondent pas tellement à ce qu'on écrit quand on regarde les identités remarquables classiques, mais elles sont intéressantes dans le cadre des vecteurs parce que le membre de gauche c'est U scalaire V, et ce que ces identités montrent, c'est qu'un produit scalaire peut se calculer à partir de normes. Si je connais la norme de U plus V, la norme de U et la norme de V, eh bien je peux en déduire le produit scalaire de U par V. Même chose, si je connais la norme de U plus V et la norme de U moins V, eh bien là aussi je peux en déduire le produit scalaire de U par V. Et si c'est intéressant, c'est parce que bien notamment le produit scalaire il va être relié à des angles, selon une formule
qu'on va voir, U scalaire V, va être relié à l'angle fait par U et V. Et donc, d'une certaine façon, les identités de polarisation, elles nous disent que connaître des longueurs, ça permet de connaître des angles. C'est un petit peu l'idée générale qui se cache derrière la notion d'identité de polarisation. Alors, pour le voir un peu plus précisément, ce lien entre produit scalaire et angle, on a le théorème qui est ici, le théorème 4,7, qui dit que le produit scalaire de U et V, eh bien, on peut le calculer en faisant le produit de la norme de U par la norme de V et par le cosinus de alpha, où alpha c'est l'angle fait par U et V. Alors attention, dans le membre de gauche, le point médian entre les vecteurs U et V, ça correspond à un produit scalaire, alors que dans le membre de droite, les deux points médians, donc entre la norme de U et la norme de V, et entre la norme de V et le cosinus alpha, eux, ce sont des multiplications ordinaires. Donc on note de la même façon, mais ce sont des lois différentes. À gauche, on fait le produit scalaire de deux vecteurs. À droite, on fait la multiplication de trois nombres. Même si ça se note de la même façon, attention à ne pas confondre les deux lois qui sont concernées. Donc le alpha, le cosinus alpha, il est représenté par le petit dessin de droite. Donc alpha, c'est l'angle fait par deux droites, l'une dirigée par le vecteur U et l'autre dirigée par le vecteur V. Donc on attrape comme ça, en connaissant le produit scalaire de U et V, c'est souvent comme ça qu'on l'utilise, en calculant le produit scalaire de U et V, en calculant la norme de U et la norme de V, par les règles qu'on a déjà données, eh bien on peut en déduire le cosinus d'un angle, donc on peut attraper un angle à partir d'un produit scalaire et des normes, et le produit scalaire lui-même pouvant se calculer à partir des identités de polarisation à l'aide lui-même de normes, c'est-à-dire de longueurs. Donc on a bien relié un angle à des longueurs. Alors, on peut en déduire assez immédiatement un résultat qui nous dit que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs les vecteurs directeurs de chacune de ces deux droites sont de produits scalaires nuls. Donc si DAU, je vous rappelle que dans ce cours, c'est la droite passant par le point A et de vecteurs directeurs U, et puis D de B et de V, c'est la même chose, la droite passant par un point B et de vecteurs directeurs V. Et donc pour déterminer que ces deux droites sont orthogonales, il suffit que les vecteurs directeurs soient eux-mêmes orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. L'intérêt de ce théorème, c'est que ça montre une manière de s'assurer de l'orthogonalité de deux droites sans avoir à regarder quelque chose d'extérieur. C'est souvent comme ça qu'on est obligé de faire en géométrie traditionnelle quand on n'a pas les vecteurs et quand on n'a pas tout ce formalisme du produit scalaire. Pour savoir que deux droites sont orthogonales, souvent on montre des égalités entre des angles, on introduit une droite qui est perpendiculaire à l'une et parallèle à l'autre, on est obligé de faire tout un tas d'introduire des éléments nouveaux, alors que là, juste avec ce qui nous est donné, eh bien on peut savoir si deux droites sont perpendiculaires ou pas. Même chose avec une droite et un plan, donc si on se donne une droite, la droite passant par A et vecteur directeur U, et le plan passant par B et de vecteurs directeurs V et W, même chose, pour savoir que la droite est orthogonale au plan, il suffit que le vecteur directeur de la droite soit perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs donnés pour définir le plan, c'est-à-dire que les produits scalaires sont nuls, donc U scalaire V égale 0 et U scalaire W égale 0. Là aussi, on n'a pas à introduire un autre élément ou de faire des raisonnements successifs sur des angles ou sur des droites parallèles ou sur des plans parallèles. Uniquement avec la définition de la droite et du plan, on a tout ce dont on a besoin pour vérifier que les deux sont perpendiculaires ou pas. Alors, une autre définition importante qui peut utiliser le produit scalaire, qui relève de l'orthogonalité et donc du produit scalaire, c'est la notion de projection orthogonale. Donc on se donne une droite D et un point A, en général en dehors de la droite D, même si ce n'est pas absolument obligatoire, si on veut donner une définition vraiment générale, on peut y arriver, mais au moins dans cette présentation-ci, première définition, on en a besoin. Donc la projection orthogonale de A sur D, c'est le seul point H qui est sur la droite D, tel que la droite AH soit orthogonale à D. On sait, vous savez, depuis longtemps que par une droite donnée passe une unique perpendiculaire passant par un point donné. Donc c'est cette notion-là qui est impliquée pour l'existence et l'unicité du point. Et ce point H,
nous permet de définir la distance d'un point à une droite. Donc la distance du point A à la droite D, eh bien, c'est la plus petite longueur AH qu'on peut avoir avec, où H est un élément de D, et le théorème qui est important, c'est que le bon point H de la définition 4,5, c'est celui qui est donné par la définition 4,4, c'est-à-dire que le plus petit chemin pour aller d'un point A à une droite D, eh bien, c'est le chemin donné par le segment AH, où H est la projection orthogonale de A sur D. Alors, un autre résultat géométrique que vous avez déjà dû voir en physique notamment, ou quand vous avez travaillé quand vous avez regardé le travail d'une force, ou ce genre de choses, c'est une autre façon d'exprimer le produit scalaire à l'aide d'une projection orthogonale. Donc si on se donne 3 points A, B, C, et qu'on veut calculer le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC, eh bien on peut l'obtenir comme un simple produit de longueur sans avoir à utiliser cosinus, en remplaçant C par le projeté orthogonal de C sur AB. Donc ça correspond typiquement au dessin ici qui est indiqué sur la gauche. Donc vous avez la droite AB, un point C en dehors de cette droite, et le point H qui est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et donc ce que dit le théorème 4,11, c'est que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est le produit des longueurs AB fois AH, donc sans avoir besoin d'un cosinus, simplement parce qu'on a fait la projection. Alors ce théorème, il se redémontre assez naturellement à partir de la formule U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus alpha. Ici, c'est le cosinus qui se remplace par côté adjacent sur hypoténuse, ce genre de choses. Et si on manipule un petit peu de trigonométrie du collège, celle de la trigonométrie du triangle rectangle, on retrouve facilement cette formule. Mais ce qu'on a vu par ailleurs avec le cercle trigonométrique et la façon d'étendre la notion de sinus et de cosinus à des angles plus grands que l'angle droit, permet aussi de pouvoir traiter le cas où la projection orthogonale de C sur la droite AB ne tombe pas du bon côté, entre guillemets, et donc où H n'est pas sur la demi-droite AB d'origine A. Dans ce cas-là, le produit scalaire est négatif, ce que la géométrie traditionnelle a du mal à énoncer, parce qu'en géométrie traditionnelle, on n'a que des longueurs, on a que des nombres positifs, on n'a pas de longueur négative, donc on est obligé de faire deux cas pour pouvoir visualiser les choses et ramener le résultat de la géométrie classique. Et donc quand le point H ne tombe pas du bon côté, eh bien, c'est-à-dire que l'angle en A fait par B et C, enfin, par les deux vecteurs, est un angle obtus, eh bien, le cosinus, dans ce cas-là, le cosinus correspondant dans la formule précédente est négatif, et donc on est obligé de mettre un signe moins dans le produit des longueurs AB par AH. Alors de la même façon, on peut voir ça dans l'espace en s'intéressant à la projection orthogonale d'un point A sur un plan. Donc ici, un plan donc passant par un point B, peu importe lequel, est dirigé par les vecteurs U et V. Et la projection orthogonale du point A sur ce plan, eh bien, par définition, c'est l'unique point H, tel que le vecteur AH est à la fois orthogonal à U et à V. L'avantage de cette définition, c'est qu'on a regardé que deux vecteurs U et V, alors qu'on pourrait se dire on a une infinité de choses à regarder, parce que le plan il est défini par une infinité de vecteurs, pas seulement par U et V, mais la notion de vecteur directeur permet de ramener à la vérification de seulement deux orthogonalités, c'est-à-dire calculer deux produits scalaires et montrer que ces deux produits scalaires sont nuls. De la même façon, une fois qu'on a la notion de projection, la notion de projection orthogonale va nous servir à explorer la définition qui est assez naturelle de distance d'un point à un plan. Donc la distance d'un point à un plan, la définition initiale, c'est la plus petite longueur AH avec H sur le plan qui nous intéresse. Et là aussi, exactement comme pour les droites, comme pour la distance d'un point à une droite, le bon point H, dans la définition 4,7, c'est-à-dire celui qui nous donne la plus petite longueur AH avec H dans P, c'est la projection orthogonale de A sur le plan. Donc la projection orthogonale, ça ne donne pas seulement un résultat d'orthogonalité, mais ça minimise aussi la distance du point A à un point du plan. Enfin, donc un dernier ensemble de notions qui découle de la notion de produit scalaire, c'est la notion de base orthonormée de l'espace. Donc une base orthonormée de l'espace, c'est un ensemble de trois vecteurs.
sous-entendu avec l'ordre qui compte. Là, je mets UVW. Si je mettais UWV, ce ne serait pas tout à fait la même base. Donc, il y a vraiment un ordre à respecter. Et on demande à ces trois vecteurs de respecter des conditions sur les normes. Donc on demande à ce qu'ils soient tous les trois de même norme. Et il y a une petite faute ici sur la diapo. Les trois normes doivent toutes les trois être égales à 1. Et une condition d'orthogonalité, c'est-à-dire que les trois vecteurs doivent être orthogonaux 2 à 2, U est orthogonal à V, U est orthogonal à W, et V est orthogonal à W. Là aussi, il y a une petite imprécision, un petit serpent qui se mord un peu la queue, parce qu'on a déjà utilisé au départ, quand on a commencé à introduire les vecteurs, on a assez naturellement considéré, sans trop le dire, des bases orthonormées, la base canonique, et là encore, tout n'est pas parfaitement rigoureux dans cette façon de faire, puisqu'on l'a déjà un petit peu utilisé sans le dire. On n'est pas là pour reconstruire parfaitement les mathématiques, on est là pour donner des outils, des outils qui seront rendus plus rigoureux plus tard dans votre scolarité, mais disons qu'on essaye de composer entre ce que vous connaissez d'une part de la géométrie traditionnelle et ce qu'il va falloir petit à petit apprendre à reconstruire de façon plus rigoureuse, plus précise, avec la notion de vecteur et ce qui deviendra l'algèbre linéaire et l'algèbre bilinéaire. Donc ce qui compte dans une base orthonormée, c'est plusieurs choses. Et, bon, premier résultat assez naturel, c'est que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Les trois vecteurs d'une base orthonormée ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne dirigent pas, un seul et même plan, ils dirigent vraiment l'espace. Et à partir de la notion de base orthonormée de l'espace, on construit aussi celle de repère orthonormé. Donc un repère orthonormé, c'est la donnée d'une base orthonormée, celle de la division 4 à 8, et d'une origine, c'est-à-dire d'un point haut de l'espace qu'on fixe une fois pour toutes. Et une fois qu'on a fixé la base orthonormée et l'origine O, alors ce que permet de faire un repère orthonormé, comme son nom l'indique, c'est de repérer les points, c'est-à-dire que pour tout point A de l'espace, on va trouver des x, y et z, c'est-à-dire des réels uniques, tels que le vecteur OA s'écrit sous la forme x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V plus z fois le vecteur W. Donc x, y, z, ce sont les coordonnées du point A dans le repère orthonormé qu'on a choisi. Et vous voyez qu'il y a une correspondance assez naturelle, on la retrouve, on en avait déjà parlé, entre les coordonnées du point A et les composantes du vecteur OA, qui sont elles aussi égales à x, y, z, mais qu'on écrit en colonne pour ne pas confondre avec les coordonnées du point, parce qu'on ne doit pas confondre le point A et le vecteur OA, même si les deux ont un air de famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à la rentrée.